Bienvenue dans le débat. Il est consacré à cette rencontre entre Donald Trump et le président syrien Al-Shara à la Maison-Blanche. Et cette historique première visite d'un président syrien à Washington et probablement première visite d'un ancien djihadiste devenu chef d'État à la Maison-Blanche. L'objectif, la lutte contre le terrorisme et plus particulièrement la signature d'un accord pour que la Syrie rejoigne la coalition internationale anti-djihadiste. Autre sujet de discussion, la négociation de fonds pour la reconstruction de la Syrie. Mais tout de même, comment expliquer cette visite du dirigeant syrien à la Maison-Blanche? Est-ce un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Syrie? Pourquoi un tel réchauffement diplomatique entre Trump et Al-Shara? Quel est l'enjeu principal? La lutte contre le terrorisme ou encore la reconstruction de la Syrie? Est-ce l'un des signes d'une nouvelle configuration du Moyen-Orient? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Wassim Nasr. Bonsoir Wassim, bonsoir. Journaliste à France 24 et spécialiste des groupes djihadistes. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Adel Bakawan, bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La décomposition du Moyen-Orient. Et ça, c'est aux éditions Talendier. Mohamed Nour Ayed est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes écrivain syrien et conférencier, porte-parole du mouvement de la nation syrienne. Bienvenue à vous également. Bertrand Besancenot est avec nous. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar et également en Arabie Saoudite. Ahmed Al-Shara, donc à Washington, première visite d'un chef d'État syrien à la Maison-Blanche. Ils s'entretiennent, Trump et Al-Shara, en ce moment même. Les enjeux de cette visite, d'abord en images, avec Ludovic de Foucault. C'est la diplomatie du basketball. Le président syrien par intérim et son ministre des Affaires étrangères s'affichent ballon en main avec des généraux américains en poste au Moyen-Orient. Une communication au cordeau avant une visite historique. Jamais un président syrien n'a été reçu à la Maison-Blanche. Cette visite intervient quelques jours après le retrait d'Al-Shara de la liste noire des personnes soupçonnées de terrorisme et plusieurs mois après l'annonce par Donald Trump de la levée des sanctions contre la Syrie. Nous allons nous rencontrer et je pense qu'il fait un excellent travail. C'est une région difficile et c'est un dur à cuire. Mais je m'entends très bien avec lui et de nombreux progrès ont été réalisés avec la Syrie. C'est un dossier difficile mais des progrès considérables ont été accomplis. Ahmed Al-Shara, 42 ans, a pris le pouvoir en décembre dernier. À la tête d'une alliance de groupes rebelles, il est entré dans Damas après une offensive éclair depuis le nord-ouest de la Syrie. Bachar al-Assad et sa famille ont fui à Moscou. Depuis, l'ancien chef djihadiste se présente comme un leader pragmatique qui s'est repositionné sur le plan régional. Désormais, la Syrie s'est éloignée de l'Iran, n'est plus la vassale de la Russie et s'est rapprochée de la Turquie, des pays du Golfe et des États-Unis. La sécurité sera le thème principal de la réunion entre Donald Trump et Ahmed Al-Shara. La Syrie devrait intégrer la coalition sous commandement américain luttant contre le groupe État islamique. Les États-Unis veulent aussi que la Syrie et Israël s'entendent sur un pacte sécuritaire alors que l'État hébreu n'a cessé de mener incursions et bombardements en territoire syrien depuis la chute du régime Assad. À terme, Donald Trump espère qu'Al-Shara rejoindra les accords d'Abraham qui visent à normaliser les relations entre États arabes et Israël. Par ailleurs, Washington se prépare aussi à établir une présence militaire américaine sur une base aérienne de Damas. De son côté, Ahmed Al-Shara va profiter de cette visite pour soigner son statut de dirigeant légitime et respectable, malgré son passé sulfureux et ses difficultés actuelles à réduire les violences sectaires et confessionnelles en Syrie. Il cherchera également à obtenir des fonds américains pour aider à la reconstruction de son pays, ainsi que la levée définitive des sanctions de la loi César qui nécessite l'approbation du Congrès. Voici, est-ce que c'est d'abord une opération séduction du côté de Al-Shara? On l'a vu, on a vu son équipe en train de jouer au basket avec l'équipe américaine. Je ne pense pas que c'est une opération séduction. Évidemment, il y a de la com, il y a un peu de com là-dedans, mais le fait... Comme en image. Comme en image, mais le fait que les Américains acceptent que les images soient diffusées et que les officiers avec lesquels ils jouent, c'est pas n'importe qui quand même. C'est le commandant de Inherent Resolve, donc la coalition contre l'État islamique, et le commandant du CENTCOM, l'amiral Cooper. Donc c'est les plus hauts gradés américains en poste au Moyen-Orient et opérationnels. Donc ça, c'est très parlant parce que ça en dit long sur les rapports et sur l'évolution des rapports. Et c'est venu avant la visite. Donc la visite vient couronner la coopération qui a déjà lieu. Et par ailleurs, permettez-moi de vous montrer encore une image. Donc une des rencontres, une image de Shara à Washington qu'on a pu avoir, c'est la rencontre avec cet élu américain qui est un vétéran donc de l'armée américaine, qui a perdu ses deux pieds, une partie de sa main gauche, parce
parce qu'il était démineur en Afghanistan, et c'est lui-même qui est à la tête de la commission des affaires étrangères, et c'est lui-même qui fait obstruction à la levée des sanctions sans condition. Donc ne serait-ce que le fait qu'il ait rencontré avant de rencontrer avec Al-Shara, là, sur la ça démontre photo. en tout cas qu'une page est tournée et que même les Américains, en tout cas l'establishment américain, est en train de tourner la page de 20 ans de guerre contre le terrorisme tel qu'on l'a connu. Donc ça montre qu'une sortie du djihad global et du terrorisme international est possible. Adel Bakaouen, est-ce que ça vous a surpris tout de même qu'il le reçoive en grande pompe à la Maison-Blanche, Donald Trump? Non, non, absolument. Quelles seraient ses motivations à lui? Écoutez, absolument pas. Je ne suis absolument pas surpris. Vous vous souvenez, la première semaine après la chute de Bachar al-Assad, une des premières délégations qui s'est rendue à Damas, c'était Barbara Leaf, n'est-ce pas, qui était la responsable du Moyen-Orient dans l'administration américaine. À la Maison-Blanche. Alors, à la Maison-Blanche, si Barbara Leaf s'est rendue à Damas, c'est qu'il y avait des conditions objectives qui étaient préparées auparavant. Et donc, non, je ne suis absolument pas étonné, numéro 1. Numéro 2, donc il y a déjà ce passé de coopération entre Ahmad al-Shara et les différents services occidentaux. Et ensuite, il ne faut absolument pas oublier le rôle Il y avait des liens avec les États-Unis, donc avant. Ah oui, absolument, absolument, notamment dans la Provence d'Idlib. On sait très bien que Ahmad al-Shara, il faut analyser sociologiquement parlant son parcours pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, vous parlez de liens avec les Américains, même quand il était djihadiste encore. Oui, mais il était pas djihadiste internationaliste, il est devenu djihadiste nationaliste, comme il le revendique. Il était d'abord Al-Qaïda en 2003, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda, il coupe avec Al-Qaïda pour devenir un djihadiste nationaliste syrien. Et à partir de cette grille de lecture du monde, il se permet à travailler avec les Français, les Américains. Et ensuite, je voulais juste dire, il faut absolument pas oublier le rôle d'un acteur central dans ce qui se passe en Syrie, à savoir Mohammed Ben Salman. C'est lui qui est derrière cette normalisation, et c'est lui qui a demandé personnellement à Donald Trump de l'intégrer. Et vous vous souvenez de sa phrase: qu'est-ce que je ne fais pas pour toi, Mohammed Ben Salman? Publiquement, il l'a dit. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez des conditions objectives et des conditions subjectives, et il a parfaitement réussi. Quand vous comparez Ahmad al-Shara avec ce qui se passe au Liban et en Irak, franchement, c'est une belle réussite pour lui. Mohamed Nour Ayed, votre analyse comme Syrien, justement, est-ce que la personnalité d'Al-Shara, son histoire, a aidé finalement à ce que ça se passe, cette rencontre? Alors, je pense surtout qu'il faut prendre cette rencontre pour ce qu'elle est, à savoir symboliquement la première visite d'une personne, ou en tout cas du poste de président syrien, peu importe s'il est intérimaire, à la Maison-Blanche, mais c'est aussi la fin de plus de 40 ans d'isolement, puisque la Syrie, depuis les années 70, sous le règne d'Assad père, donc Hafez al-Assad, était dans une politique d'isolement, de rapprochement avec l'URSS, puis avec l'Iran. Donc c'est un tournant dans la politique extérieure syrienne, comme dans la politique extérieure américaine. Je pense sincèrement que là, on peut voir un tournant majeur où les États-Unis recomposent avec le Moyen-Orient. Avant, ils avaient pour habitude de s'appuyer sur Tel Aviv, parfois sur Riyad et Doha, et aujourd'hui, on voit qu'ils cherchent de nouveaux alliés. Non seulement de nouveaux alliés économiques, politiques, mais de nouveaux alliés stratégiques, avec des complexes politico-militaires, comme potentiellement l'installation des États-Unis dans un aéroport à Damas. Donc, une base militaire. D'une base militaire à Damas, qui serait potentiellement pour faire respecter des accords de cessez-le-feu, à savoir les accords de cessez-le-feu avec Israël de 1974, ou encore pour mener la guerre contre le terrorisme et donc contre Daesh et Al-Qaïda en Syrie. Bertrand Besançon, on est dans un tournant, vous diriez cela. Est-ce que c'est un coup politique, diplomatique pour Al-Shara? Pour lui, c'est important parce que ça a été dit, c'est une façon de sortir de l'isolement de la Syrie qui dure depuis quand même très très longtemps. C'est une occasion naturellement pour pouvoir reconstruire son pays avec l'aide internationale, mais pour le faire, il faut encore convaincre justement les partenaires internationaux. Et puis c'est un signal que pour un ancien djihadiste, eh bien, il rentre dans la coalition anti-djihadiste. Bon, ceci est important, ça donne effectivement une toute nouvelle image. Mais ce qui me paraît le plus important dans l'affaire,
c'est de revenir sur la stratégie du président Trump. Parce que quand on s'interroge sur quel est l'intérêt du président Trump, on sait qu'il a envie de renouer avec sa politique de pression maximale sur l'Iran, c'est-à-dire concrètement de faire en sorte de faire refluer l'influence iranienne et d'aboutir un jour à une coalition entre Israël et les pays du Golfe pour justement contenir la présence iranienne. Donc ça signifie, alors bien sûr, se réjouir de la fin du régime de Bachar el-Assad, qui était un allié de Téhéran, bien sûr, mais ça veut dire également affaiblir tous ceux qui faisaient partie de l'axe de la résistance. Et donc le fait que la Syrie rejoigne la coalition anti-djihadiste est un élément important. C'est aussi un élément de pression sur Téhéran, très clairement. Wassim Nasr, alors l'idée c'est de le faire rentrer la Syrie dans une coalition donc sous commandement américain contre l'organisation de l'État islamique. Est-ce qu'il y a une résurgence aujourd'hui justement de l'organisation de l'État islamique en Syrie? D'abord, il faut rappeler quand même qu'Ahmad Shara lui-même est en guerre contre l'État islamique depuis 2013. Donc la friction entre l'État islamique et Al-Qaïda dans le monde entier, c'est Ahmad Shara qui l'a initié. Donc la dette de sang qu'il a entre lui et l'État islamique est très ancienne et très longue. Moi-même, quand je l'ai rencontré à Idlib en 2023, il m'a dit, quand on est rentré en guerre contre l'État islamique, on a perdu plus de 70% de nos effectifs. Il a perdu la guerre dans l'Est syrien. Et il est rentré à Idlib. Donc aujourd'hui, c'est sa revanche aussi, cette victoire contre l'État islamique et contre les idées, disons, de l'État islamique, parce que du fait d'avoir fait tomber Assad, il devient plus attractif. Il a gagné son pari. Donc vis-à-vis du bassin, disons, de recrutement qui est potentiellement attiré par l'État islamique, là, il y a un gagnant qui profite d'une aura d'avoir fait tomber Assad. Sauf que ça, c'est pas un chèque en blanc. Donc, il faut évidemment, comme ça a été très bien dit, lever des sanctions, que le monde revienne vers la Syrie pour que les gens sentent vraiment le changement. Et j'ai envie de dire, la reconnaissance des États-Unis, la rentrée dans la coalition, c'est une chose. C'est une force pour lui. D'ailleurs, il est déjà aidé par la coalition et même par la France. Mais il faut contrôler le terrain. Et pour contrôler le terrain, on a peut-être quelques images. Il a mis en place un nouveau poste, le bureau des clans. Et il a mis en responsable du bureau des clans une personne qui s'appelle Jihad Essacher, qui est un de ses anciens compagnons. Et là, on le voit à Urfa, en Turquie. Il est sorti de Syrie pour rencontrer les clans arabes des deux côtés de la frontière, en Turquie et en Syrie. Pourquoi ? Parce que les clans arabes, c'est le bassin de recrutement de l'État islamique, certes. C'est aussi le bassin de recrutement du YPG kurde, parce que 80% des effectifs des forces démocratiques syriennes à commandement kurde, ce sont des Arabes. Et c'est aussi cette majorité sunnite syrienne qui connaît les plus grandes frictions, qui a connu les plus grandes frictions sous Assad. Donc, leur dire, il faut arrêter les vendettas, leur dire, ne rejoignez pas l'État islamique, on est là, l'État syrien, le nouvel État syrien est là pour vous, c'est la carte à jouer aujourd'hui, et les deux vont de pair. Mais la menace a augmenté, cette menace. La menace a augmenté parce qu'ils ont plus de liberté, disons, d'action. Mais elle n'a pas augmenté dans la mesure où on peut l'imaginer, c'est-à-dire projection de force. D'ailleurs, il y a eu plus de 65 opérations sécuritaires pour taper les cellules de l'État islamique, parce qu'il prévoit que le fait de rentrer publiquement dans la coalition, l'État islamique va essayer de mettre à mal ce nouveau pouvoir en Syrie. Donc, il est moins attractif pour les Syriens, mais évidemment qui reste potentiellement dangereux, d'où aussi le fait d'attirer les tribus arabes vers lui, qui n'aiment pas la gouvernance du YPG. Et donc, de ce fait, ils n'aideront plus l'État islamique, les YPG kurdes. Voilà. Justement, Adel Bakawan. Justement, on voit que c'est complexe. C'est une. La sécurité. Écoutez, lorsque je constate, j'observe les relations internationales de la Syrie conduites par Ahmad Shara, je suis vraiment... Voilà, je remarque, je constate des grands succès à toutes les échelles, en relation avec les pays arabes, en relation avec les pays du Moyen-Orient non arabe, en relation avec l'Europe, les États-Unis. Oui, il a vu tout le monde, il a même vu Poutine, il est même allé en Russie. Oui, voilà, absolument. Il y a un succès, il y a une grille de lecture, il y a une vision très très claire. Mais par contre, je pense que le pari d'Ahmad Shara, de sa politique intérieure, est très 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 dangereux. Difficile. Je n'arrive pas à comprendre un tel homme avec ce pragmatisme qui souhaite vraiment normaliser non seulement sa personnalité, mais aussi la situation de son pays. On sait très bien que la Syrie est passée par des guerres, la Syrie est fragmentée à la fois communautairement, territorialement, administrativement, militairement, à toutes les échelles. Et cet homme-là, avec cette intelligence, avec ce parcours-là, qui fait le pari d'un silence total par rapport à l'engagement d'un dialogue sérieux avec les composantes de sa propre société,
Là, j'en pose énormément de questions. Comment on peut... C'est-à-dire avec des composantes en particulier, avec les Kurdes, toutes les composantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment on peut sécuriser le pays? Comment on peut amener les investisseurs? Comment on peut reconstruire le pays tant que nous n'avons pas réorganisé la maison? Aujourd'hui, la maison syrienne est en désordre total. Ils ne parlent pas avec les Kurdes, ils ne parlent pas avec les Alaouites, ils ne parlent pas avec les Druzes, ils ne parlent pas... Il veut pas, il est dans ce logiciel assadien, si je peux parler comme ça, c'est-à-dire une Syrie centralisatrice qui s'impose à tout le monde est citoyen et c'est tout. Mohamed Nour, Ayad, vous vouliez répondre? Justement, moi je réponds avec la vision du mouvement de la nation syrienne qui est celle d'une Syrie plurielle appartenant à tous les Syriens. En fait, cette visite, elle montre une chose. Ahmed al-Shara, via cette visite et également via l'appui de Washington et des nouveaux alliés, cherche à faire de l'état de fait international un état de fait national. C'est-à-dire que cela cherche à occulter en fait, la réalité sur le terrain. Vous l'avez très bien dit, sur le terrain, il n'y a rien qui se passe pour que la sécurité advienne, pour que la dignité advienne et pour que les déplacés puissent revenir chez eux. Et le niveau de vie reste très élevé. On a encore beaucoup de Syriens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se loger. L'électricité est hors de prix, la nourriture est hors de prix. Il y a eu 2500 morts dans les violences entre communautés. Il y a eu même beaucoup plus que ce chiffre-là. Mais en réalité, il y a aussi une chose dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, cette visite stratégique et tactique, c'est un tournant majeur au sein de la Syrie même, à savoir qu'avant, c'était les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, qui étaient les alliés de l'Occident et notamment de Washington. Donc les Kurdes. Les Kurdes, pas les Kurdes, parce que c'est une milice. Il y a pas longtemps, là, les États-Unis ont redébloqué 115 millions de dollars à peu près d'aide aux FDS. Sauf qu'aujourd'hui, cette entrée potentielle des nouvelles autorités syriennes au sein de la coalition, cela pose la question de l'avenir de cette région de l'Est syrien. Est-ce qu'on va vers un affrontement militaire entre l'armée syrienne et la Turquie d'un côté et les FDS de l'autre? Ou est-ce que les FDS vont enfin pouvoir respecter un accord ou alors mettre en place un nouvel accord avec les autorités syriennes permettant donc aux FDS de rejoindre le ministère de la Défense? Ça reste des défis internes très importants. Oui, justement, c'est-à-dire qu'il y a un aspect qui a été jusqu'à présent peu évoqué, c'est le fait que le président Chaler a en réalité des moyens très limités. On sait que la force dont il dispose n'est qu'une des forces sur le terrain en Syrie et que naturellement, s'il avait une armée puissante, il pourrait faire un certain nombre de choses. On sait qu'il a pris des engagements et qu'il a l'intention a priori de les tenir, ne fût-ce que parce qu'il sait que c'est la condition de l'assistance internationale. Simplement, lui-même et les forces dont il dispose ne sont pas en mesure d'assurer absolument sur tout le territoire syrien la sécurité et puis les promesses qu'il a faites. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir un soutien international. Alors, on a évoqué le soutien des pays du Golfe qui est évident, il y a le soutien de la Turquie, évidemment, mais également le soutien des pays occidentaux, c'est-à-dire des États-Unis, des Européens, et puis, bien sûr, des fonds internationaux. Donc, si vous voulez, je crois que le président Chaler a bien l'intention de parvenir à ce qu'il a promis. Encore faut-il qu'il en ait les moyens, et les moyens, ce sont les autres qui devront lui fournir. Donc la première chose, ça serait la levée des sanctions, Wassim. Oui, donc pour l'instant, il y a une intention d'émise du côté de l'ONU. Il y a juste un dernier obstacle là, au Congrès. Une fois c'est levé, en fait, il faut aussi essayer d'imaginer que la levée des sanctions, c'est pas donner de l'aide à la Syrie, c'est permettre aux Syriens de la diaspora d'investir en Syrie. Parce qu'il y a une diaspora riche, éduquée et à même de reconstruire le pays. Sauf que les sanctions les empêchent. Et c'est sortir al-Shara aussi de son statut de terroriste. Ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc il n'est plus sur la liste noire des terroristes. Voilà, en revanche, la Syrie, elle est toujours sous sanctions. Des sanctions à cause de la loi César qui vont être... Là, c'était le dernier obstacle qui, normalement, devrait être levé. Mais juste un truc par rapport à... On s'étonne de cette convergence, disons, entre les pays arabes, les pays du Golfe, la Turquie, etc. Tout le monde veut que ça marche bien en Syrie. Mais tout le monde veut que ça marche bien en Syrie parce que tout le monde sait que si ça marche pas bien en Syrie, c'est un foyer de déstabilisation de toute la région, de 1. Et de 2, tout le monde est impuissant face à ce qui se passe à Gaza. Donc tout le monde a envie de réussir quelque chose en Syrie, y compris les Américains. Alors justement, il y a cette... base américaine peut-être qui pourrait voir le jour à Del Bakawan. Donc a priori les Américains étaient en train de se retirer, enfin en tout cas au nord il en reste quoi, 1500 à peu près alors 1500, qu'ils étaient... oui. 1500 alors. Entre donc ça veut dire que 1500 et 500 2000, soldats ont
ont déjà été retirés. Et là, donc, les Américains, au contraire, reviendraient. Donc, effectivement, est-ce que c'est un tournant? Et pourquoi Damas? Pourquoi une base à Damas? Et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les Américains se retirent de nord-est de la Syrie pour pouvoir s'installer à côté de Damas. C'est-à-dire ils sont parfaitement en mesure à la fois d'avoir une base chez les Kurdes et une base près de Damas aussi. Et, mais le mouvement s'inverse alors là, parce qu'on avait l'impression d'être plutôt dans un retrait américain et là, c'est l'inverse. Le retrait, je pense personnellement, les Américains ne peuvent pas se permettre à quitter le territoire kurde, là où on a encore du pétrole. Il faut dire que ce sont les Kurdes qui ont la main sur le... Et lorsqu'on entre dans le logiciel de Donald Trump, on sait très bien que le premier élément déterminant pour lui, c'est l'économie, c'est le pétrole. Autrement dit, les Américains peuvent jouer à la fois avec le général Mazloum Abdi et le président Ahmad Shara. Ils n'ont aucun intérêt à lâcher l'un pour l'autre. Au contraire, selon mes informations, j'étais dans la région, je suis rentré ce vendredi. Je sais très bien qu'il y a une vraie négociation avec la médiation américano-turque entre le général Mazloum et Ahmad Shara pour arriver à un accord. Autrement dit, les Américains ne souhaitent pas lâcher un d'eux. Et le fait de s'installer à Damas, pour moi, je pense que donnera des ressources très importantes à la fois aux Syriens, mais aussi aux Américains. Jusqu'à hier, on avait les Iraniens, on avait les Russes. Désormais, une grande base américaine à côté de Damas, ce n'est absolument pas rien. Oui, non, je crois que l'objet de la base américaine à Damas, elle est bien entendu d'être un appui dans la lutte contre les terroristes, mais elle a aussi contre l'organisation de l'État islamique. Bien sûr. Oui. Mais elle a aussi un autre objectif qui est d'essayer d'apaiser les tensions entre la Syrie et Israël. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu quand même toute une série de tensions. Il y a eu un certain nombre de bombardements israéliens sur les forces armées syriennes, etc. Et on sait que M. Netanyahou a voulu jouer un rôle, qui n'est pas très très joli, je dois dire, de division entre les Kurdes, entre les Druzes et les autres entités syriennes. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait une présence américaine, qui est le parrain d'un peu tout le monde, si je peux dire, dans la région, qui est allié à la fois avec Israël, avec la Turquie, avec le nouveau régime à Damas, est une façon d'apaiser, d'éviter ces tensions qui sinon risqueraient de reprendre. Et je crois que c'est un des aspects qu'on oublie parfois, mais qui est important. Et on va écouter justement Thomas Barak, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient. Il y a eu d'ailleurs cette résidence américaine qui a rouvert au mois de mai, on le rappelle. On va l'écouter. La Syrie avance en direction d'Israël. Nous en sommes désormais à la 5e série de pourparlers avec l'État hébreu. Des discussions axées sur les frontières, les délimitations et la désescalade. On pourrait assister très rapidement à une recomposition inédite du paysage géopolitique du Moyen-Orient. Ouais, Nour Ayadla, il est clair, une recomposition donc du Moyen-Orient. Donc ça voudrait dire déjà un rapprochement entre la Syrie et Israël. C'est ce que veulent les Américains. Alors c'est ce que veulent les Américains, mais permettez-moi de redire qu'en tant que Syriens, nous sommes sous la tutelle de personne et nous prenons des ordres de personne. Bon, même si dans l'état des faits, en réalité, les États-Unis continuent leurs ingérences, on parlait des pays du Golfe. Lorsqu'on parle de ce rapprochement avec Israël, il faut savoir qu'en tant que Syriens, nous rejetons totalement toute normalisation avec l'occupation israélienne, qui commet un génocide à Gaza, qui occupe les terres palestiniennes et qui occupe également le plateau du Golan, et qui a fait des incursions de plus en plus importantes dans le sud syrien depuis le 8 décembre, en violant les accords de cessez-le-feu de 1974. Mais Al-Shara a ce discours-là, ou est-ce qu'il serait prêt au contraire de se rapprocher d'Israël pour contenter les Américains? D'Al-Shara et vous avez le discours des Syriens. Encore une fois, il est question de légitimité, il est question de paroles syriennes. Aujourd'hui, cette installation à Damas, elle est plus que stratégique lorsqu'on sait que l'occupation israélienne est à une vingtaine de kilomètres, que Damas est à portée de canon, en fait, depuis le mont Hermon, Jabal el-Sher, et que connaîtra, donc dans le sud syrien, l'armée israélienne continue ses incursions et sépare les villages un à un, mène des arrestations. En fait, on assiste à une fragmentation et à une impuissance du côté syrien, notamment de l'armée syrienne, si l'on veut, puisque le président intérimaire ne riposte pas. Et on assiste également à l'émergence de mouvements de résistance que Al-Shara veut potentiellement contrôler, puisque cela sortirait de son contrôle et rendrait la situation encore plus chaotique. Et c'est aussi la peur d'Israël de voir émerger un nouveau mouvement de résistance dans le sud syrien qui riposterait à toute incursion. Wassim Nasr, est-ce que justement un rapprochement avec Israël éviterait des interventions militaires de la part d'Israël? C'est ce que disent les Américains. Ce que je peux vous dire, quand j'ai interviewé le président syrien en décembre 2024, il était encore au palais du gouvernement et pas au palais présidentiel. Il m'a dit texto, on est fatigué, on ne veut pas chercher des problèmes et des guerres avec les pays de la région, et le seul pays qu'il a cité nommément, c'était Israël.
Et depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a le dossier Eli Cohen qui a été rendu aux Israéliens. Il y a la dépouille d'un militaire israélien tué au Liban en 83 qui a été rendu. Il y a le FPLP qui a été chassé depuis Damas. Et il y a eu, comme l'a dit Tom Barak, plus de 5 rounds de négociations directes. Et par ailleurs, Shara lui-même, quand il était invité à Paris par le président Macron, il a dit oui, il y a des négociations avec les Israéliens. Après, dire il y a des négociations, ça ne veut pas dire que demain il y aura la paix et demain il y aura les accords Abraham. Ça veut dire quoi, en fait? Tout le monde parle le respect des accords de 74. Donc on revient à une situation où les accords de 74 sont respectés. Et par ailleurs, il ne faut pas résumer Israël non plus au gouvernement Netanyahou. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en Israël, dont Ehud Olmert, dont les anciens chefs du renseignement militaire, qui disent qu'il faut parler avec Shara parce que, ne serait-ce que pour le fait qu'il ait cassé cet axe de la résistance, disons, et chassé le Hezbollah de la Syrie. Donc il y a des voix qui disent qu'il y a quelque chose de possible. Mais comment ça va évoluer, comment ça va s'articuler si Israël continue avec une visée que tactique sur le terrain? Évidemment que la population syrienne va rejeter tout accord au tout rapprochement. Qu'est-ce que ça voudrait dire respecter cet accord de 1974? Écoutez, ce que je peux dire sur le lien ou la relation avec Israël, il y a deux choses. Il faut distinguer deux choses. Les accords d'Abraham et les accords de sécurité. J'ai rencontré un grand diplomate qui est vraiment engagé dans ce dossier-là, dans les coulisses au Moyen-Orient récemment, avant vendredi, qui est vraiment très, très informé par rapport à... Il dit, Ahmad Shara, avec son pragmatisme, et comment il aborde la question des accords d'Abraham avec les Américains. OK, pas de souci, je m'engage une fois l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'engage. Si l'Arabie Saoudite rentre dans les accords d'Abraham. C'est ça, en fait, voilà. Mais c'est normal. L'Arabie Saoudite qui a proposé un plan de paix global en 2002 à Israël. Et bien, tous les pays arabes qui ne souhaitent pas normaliser leurs relations, y compris la Syrie, avec Israël, se cachent derrière cette proposition de paix de l'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'il s'adresse aux Américains. C'est que Mohammed Ben Salman est votre allié stratégique. Une fois votre allié stratégique s'engage, nous serons derrière lui. Mais par contre, en tant que chef d'État, lui, il a d'autres soucis, il a d'autres engagements, il a d'autres préoccupations avec Israël, à savoir les préoccupations sécuritaires. Il est très engagé, je pourrais même dire en chair et en os, pour trouver un accord de sécurité avec Israël. Il faut absolument éviter par tous les moyens de s'engager dans une guerre. L'objet de sa visite à Moscou, c'était quoi? C'était normaliser ses relations avec même la Russie. C'est ça son objectif, enraciner son pouvoir à Damas à n'importe quel prix. Bertrand Besancenot, mais ça fait partie donc de cette reconfiguration du Moyen-Orient, le fait que l'Amérique donc sera en Syrie, qu'il y aura peut-être un accord avec Israël, la Turquie aussi d'ailleurs, il faudra en dire un mot. Non, mais ce qui est très clair, si vous voulez, c'est que le président Chaler se trouve dans une situation qui est quand même très difficile. Et donc, il essaye, avec des moyens limités, en étant pragmatique, de ménager les uns et les autres pour parvenir à ses fins. Ça veut dire, bon, il aimerait bien éviter qu'il y ait encore des frappes israéliennes, d'où la nécessité d'un accord de sécurité avec Israël, mais en même temps, il n'a nullement l'intention de renoncer à la souveraineté syrienne sur le Golan. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il n'y aura pas de normalisation immédiate. Et puis, il peut s'abriter derrière l'Arabie Saoudite, ce qui a été dit. Effectivement, il va y avoir une visite du prince héritier saoudien à Washington le 18 novembre. Il est très clair qu'un des sujets importants des discussions avec le président Trump porteront effectivement sur la question palestinienne. Et là, effectivement, il y a un accord. Enfin, d'abord, c'est l'initiative arabe de paix. C'est un plan arabe qui concerne un peu tous les pays de la région et qui revient à dire on peut parfaitement envisager la perspective d'une reconnaissance d'Israël, à condition naturellement qu'on ait parallèlement un processus engageant, contraignant, menant à la création d'un État palestinien. Un plan qui a 25 ans quand même. Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, ça veut dire contraignant et avec des étapes définies. C'est bien, en tout cas, l'élément de la discussion. Mohamed Nour, Ayed. Donc en fait, là, il y aurait tout de même une sorte peut-être de plan global auquel Al-Shara voudrait peut-être participer ou en tout cas mettre en avant. Il y a les plans d'Al-Shara et puis il y a les plans des Syriens. Encore une fois, le peuple syrien ou la nation syrienne, nous ne sommes les vassaux de personne, ni de Riyad, ni de Tel Aviv, ni de Washington. Et la Syrie ne se résume pas à Ahmad al-Shara comme elle ne s'est jamais résumée à Bachar al-Assad ou Hafez al-Assad. Il faut se rappeler que
au-delà de la question du fait qu'il faut cesser l'agression israélienne en Syrie, puisque il n'y a une agression que d'un seul côté, une occupation que d'un seul côté, nous sommes profondément ancrés également dans notre fraternité avec les Palestiniens, un peuple frère de la Syrie historique. Donc l'opinion publique syrienne, ou en tout cas nous en tant que Syriens, nous sommes surtout attachés à notre dignité et à notre souveraineté, et nous ne séparons pas la dignité syrienne de la dignité des Palestiniens. Donc aujourd'hui, il y a certes cet état de fait, ou en tout cas ce pragmatisme qui se met en place, mais il est encore une fois très déconnecté de la réalité syrienne. Et c'est ce que fait, en fait, c'est ce que font les autorités actuelles, ou en tout cas c'est ce que fait le jeu international, c'est qu'on cherche à médiatiser ou à mettre en avant une certaine opinion, un certain point de vue, en occultant la réalité du terrain syrien. Aujourd'hui, en Syrie, dans chaque manifestation et à chaque célébration, les drapeaux palestiniens sont présents par dizaines, voire par centaines, et nous sommes solidaires de Gaza. Comment attendre d'un peuple qui a vécu 14 ans de guerre, qui a vécu les mêmes atrocités, même si un peu moindres, parce que nous n'avons pas eu de génocide, que les Gazaouis, que nous venons à accepter, ne serait-ce que même, peu importe sous quelle forme, une normalisation avec un État génocidaire et un gouvernement criminel. C'est un peu le défi, Wassim Nasr. Oui, mais après, c'est la différence entre les peuples et les États. L'Égypte a signé une paix, la Jordanie a signé une paix. Ça n'empêche pas l'animosité entre les peuples. Donc là, on ne parle pas vraiment de la même chose. D'un gouvernement transitoire, ni élu, ni légitime. Oui, mais ça, c'est encore une autre question. Ça, c'est encore une autre question. Mais c'est une question importante aussi. Là, on passe d'une question à l'autre, en fait. Donc, discuter avec les Israéliens, il est obligé de le faire. Faire un traité de sécurité avec les Israéliens, l'opinion publique syrienne ne l'en empêchera pas. Et voir sera bien obligé de s'en accommoder, comme les Égyptiens, comme les Jordaniens. Les Jordaniens, ils ont essayé de manifester à la frontière, ils ont très vite été réprimés, les Égyptiens aussi. On oublie par exemple le blocus de Gaza, l'Égypte y joue un rôle primordial. Et là, évidemment que le peuple égyptien n'est pas d'accord. Bien sûr. Donc, la Turquie. Adel. Oui, la Turquie, c'est ça en fait. Oui. La Turquie, c'est quand même le pays qui a joué un rôle majeur, d'ailleurs, y compris dans l'arrivée au pouvoir de Al-Shara. Écoutez, donc la Turquie, l'allié américain, l'allié des Américains d'un côté, enfin bref. Là aussi, ça bouge. Il y a vraiment des données factuelles très, très importantes à observer. C'est que la première donnée, la donnée la plus importante pour moi, c'est l'avancée majeure, très, très importante de négociations entre les FDS et l'État turc. Le PKK. Le PKK, oui. Le PKK et FDS. Oui, mais mélangeons pas. Non. Moi, je considère personnellement... Oui, mais c'est dans le PKK ma grille qui de négocie. lecture, FDS, ouais, PKK, je considère les FDS comme la branche locale du PKK. Je suis d'accord, mais c'est le PKK qui négocie, Ah, c'est pas les FDS. Oui, bien sûr. Mais je ne serais absolument pas étonné que dans les semaines à venir, qu'au palais présidentiel à Ankara, le président Erdogan reçoit le général Mazloum. La stratégie, c'est quoi? C'est intégrer, comme on a intégré dans les années 2000 le gouvernement régional du Kurdistan dans la stratégie globale de la Turquie au Moyen-Orient. Là aussi, on est absolument dans ce contexte-là. Il y a Öcalan qui est dans la négociation, il y a Nechiravan Barzani qui est dans la négociation, il y a Mazloum Abdi. Alors là, on se tend vers cette stratégie-là, intégrer les FDS. C'est très différente. Non. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'interrogation majeure de la Turquie et des Turcs, du président, si jamais un jour Ahmad Shah se arabise totalement et prend de la distance avec la grande Turquie, là, on aura notre aile stratégique, à savoir les Kurdes de Syrie, comme on a les Kurdes d'Irak. Ouais, alors ça reste quand même très compliqué. Ça veut dire que les Kurdes sont des vrais alliés d'Ankara. Oui, c'est Öcalan qui a dit désormais vous abandonnez la lutte armée. Votre seul objectif, c'est vous intégrer dans la stratégie de la Turquie au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit clairement. Il ne va jamais recevoir Mazloum Abdi. Si, vous allez voir. Non, vous en doutez. Comme on disait dans les années 2000, jamais il recevra le Barzani. Et pourtant, il a reçu Barzani. C'est pas la même chose. Pourquoi c'était pas la même chose? Parce que Barzani, c'est pas le PKK. Le PKK s'intègre dans la mais pas Mazloum Abdi, il est syrien. Et alors? Non. Vous y croyez? Mazloum Abdi, c'est un élève de Öcalan. Il est oui, mais on a parlé de la Turquie, mais disons que les deux principaux alliés de Charer sont la Turquie, on vient de l'évoquer, et l'Arabie Saoudite. Et je pense que Charer a tout à fait raison de s'abriter derrière l'Arabie Saoudite, parce qu'il sait parfaitement que la seule personne, pour le moment, dans la région qu'écoute le président Trump, c'est Mohammed Ben Salman.
pour 2 raisons. La première, c'est qu'il rêve toujours d'être prix Nobel de la paix et il n'aura un prix Nobel de la paix que s'il parvient à la reconnaissance par l'Arabie saoudite d'Israël. Et la deuxième raison, parce que c'est un homme d'affaires, il aimerait beaucoup que les beaux contrats qu'il a annoncés mais qui ne sont pas réalisés en mai dernier lorsqu'il a visité les pays du Golfe, eh bien il aimerait beaucoup qu'ils se concrétisent. Or la clé se trouvera justement dans les mains de Mohammed Ben Salman. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il a tout à fait intérêt à s'abriter derrière Mohamed Ben Laden, parce qu'il sait que Ben Salman, Ben Laden, parce qu'il sait parfaitement, parce que c'est un ami, alors c'est pour ça que je pensais à lui aujourd'hui. Mais parce qu'effectivement, c'est une façon de pouvoir négocier avec des cartes en main face au président. Mais ça, on a vu ça d'un point de vue diplomatique. Un mot tout de même, parce que je voyais que tous les deux, vous n'étiez pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Adel Bakawan sur les liens entre la Turquie et cette espèce de rapprochement il y a des d'Erdogan. Il y a des négociations avec le PKK. Évidemment, le président turc Erdogan a envie de laisser un leg. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur cette zone tampon que Erdogan a toujours voulu avoir entre la Syrie et la Turquie? Ça veut dire que s'il arrive à un accord avec le PKK, il aura ce leg de paix avant la fin de son règne. Et de fait, donc les FDS, qui ne sont que la branche syrienne du PKK, rentreront dans le jeu. Mais d'ici à recevoir les chefs, donc, en l'occurrence, Mazloum Abdi à Ankara et le mettre au même niveau que Ahmed Shara, je ne pense pas. Pourquoi? Mais bon. On a un président en Irak, on reçoit le président irakien et on reçoit le président kurde aussi. Oui, mais ça serait donner un statut à Mazloum Abdi qu'ils ne veulent pas lui donner pour le moment. Mais une fois Mazloum Abdi est devenu une partie de cette stratégie turque au Moyen-Orient, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mohamed Nourayed. Alors moi je rejoins Wassim Nasr sur le fait que c'est une toute autre situation. Mais juste du point de vue syrien, encore une fois, là on parle des décisions d'Ankara ou de la Grande Turquie. Or, la Turquie est une puissance occupante de la Syrie, notamment du Sanjak d'Alexandrette et tout le sud turc, s'il en veut, qui est syrien. Et encore une fois, les FDS, ou la région d'autoproclamée du Rojava, n'existe que sur le papier. Cette terre est syrienne. Et aujourd'hui, il est temps que les FDS se dissolvent, que Mazloum Abdi rende les armes, puisqu'il y a une réalité, une entente possible. Sur les papiers ou sur le terrain? Alors, sur le terrain. Alors, sur le papier, ça, c'est le projet aussi. Ça, c'est le projet de les intégrer dans l'armée régulière syrienne. Mais ça existe et les FDS gèrent 30% de territoire syrien. Mais je peux vous le dire, en tant que nationalité syrien, le Kurdistan n'aura jamais place sur la terre syrienne. C'est une terre syrienne qui appartient à tous les Syriens qui soient kurdes. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer la République arabe syrienne pour la République syrienne? Bien sûr, la République syrienne, plurielle, démocratique et laïque. C'est très bien ça, c'est très bien. Mais il y a un processus aujourd'hui d'essayer justement de faire en sorte que la FDS soit intégrée dans l'armée syrienne. C'est ça le processus. C'est un processus que personne ne respecte, ni les autorités de transition, ni les FDS, et c'est pour cela qu'on a des pourparlers entre clans, entre autorités et FDS, parce qu'il faut parvenir à un accord. Et il y a en même temps les États-Unis qui jouent de cette carte de la déstabilisation. On n'a pas encore choisi l'allié définitif dans cette zone. Donc en fait, il faut aussi rappeler que Ahmed Shara est très fragile en fait dans ce jeu international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le met en lumière, demain on peut tout à fait dire finalement on vous rappelle que vous êtes un terroriste et on va remettre un prix sur votre tête, on va remettre les sanctions. Donc en fait on a l'impression qu'on sort on le sort de son passé, mais son passé le suivra toujours et le rendra toujours fragile dans ce jeu international, et c'est ce qui se passe sur le territoire syrien. Aujourd'hui, Al-Shara est encore plus malléable qu'Assad, puisqu'en fait, il dépend de la bénédiction des parrains régionaux ou internationaux. Donc vous lui donnez peu de crédit, vous écoutez? Alors, moi, je ne donne du crédit qu'à ceux qui sont élus par le peuple syrien. Donc ça, c'est la prochaine phase. Effectivement, on avait parlé d'élections à un moment donné, mais des élections, pour l'instant, il n'en est plus vraiment question. Wassim, en Syrie? Pour les élections? Oui. Il y a eu des élections sur mesure, disons, avec ce qui est faisable. Des nominations. Voilà, et puis après, il y aura des nominations. Mais en même temps, comment faire des élections quand il y a des pans du territoire qui lui échappent, de 1, et quand il n'y a pas eu de recensement depuis 15 ans, et qu'il y a des nationalités syriennes a été donnée à des gens qui ne devraient pas l'avoir, etc. Elle a été retirée à des centaines de milliers. Elle a été retirée. Donc, il y a tout ça à faire avant d'avoir des vraies élections, et c'est pour ça qu'on parle de transition qui sera d'au moins
5 ans. Et c'est ce que Chara a dit depuis le début. Après, est-ce qu'il va tenir cet engagement ou pas? Ça, j'en sais rien. Ouais. Un dernier mot, puisque dans la 5 minutes, sur la Russie, puisque finalement, on a vu aussi que Al-Shara est allé voir Vladimir Poutine. Les bases militaires russes vont-elles rester en territoire syrien alors que les Américains disent qu'ils vont en ouvrir une à Damas? Cela dépend de la nature de la relation, de future relation entre Damas et Moscou, mais les indicateurs nous conduisent vers une probabilité que les deux bases restent. Donc il y aurait des bases américaines, des bases russes. Oui, la Syrie qui divisait tout le monde, désormais, peut-être avec Ahmad Shah, devient un pont pour réunir tout le monde. C'est ce qu'a dit son ministre des Affaires étrangères hier. Écoutez, une dernière phrase. Ahmad Shah est très fort pour parler et réunir tout le monde à l'échelle internationale, mais il est très, très fragile pour réunir sa société. Mais non, mais effectivement, il est fragile, donc il a intérêt à élargir ses marges de manœuvre, il a intérêt à avoir, certes, le soutien du président Trump, mais s'il peut obtenir d'autres soutiens et donc négocier avec les Russes quelque chose, y compris même acquérir de l'armement russe, parce que c'est ce qui intéresse les Russes. C'est en cours, bien sûr. Bien sûr, c'est en cours. Donc, je veux dire, on voit très bien ce que fait Chaler. Il veut, alors, il a besoin du soutien de toute une série de partenaires. Il a besoin d'élargir sa marge de manœuvre et ne pas dépendre que d'une seule personne, ni uniquement des Turcs, ni uniquement des Américains, ni uniquement des Saoudiens. Et les Iraniens, c'est fini. Voilà. Les Iraniens, c'est les seuls où c'est fini. C'est les Iraniens. Voilà. Grâce à Dieu, c'est fini. C'est là où il y a la question qui se pose, puisqu'en fait, il y a aussi derrière ce jeu, le fait qu'il soit reçu par Poutine de cette manière, ça n'est pas anodin. Il est reçu par Poutine, puis par Trump. Il y a aussi cette question de jouer la carte de la pression. Vous ne voulez pas m'accueillir dans le giron de l'Ouest ou de l'Occident, je peux toujours revenir dans le giron russe ou le giron chinois. Donc c'est Rappelez-vous, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul pays qui s'est abstenu pour la levée des sanctions, c'était la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine était à un moment donné venue rencontrer Al-Shara à Damas, et puis tout d'un coup, les pourparlers se sont arrêtés. Donc en fait, l'Iran reste quand même dans l'équation, même si aujourd'hui, eu égard au passé de l'occupation de la République islamique d'Iran en Syrie et des crimes commis, il y a évidemment un ressentiment énorme et légitime de la part du peuple syrien envers les Iraniens, comme c'est le cas envers la Russie de Poutine. En tout cas, ce qu'on peut dire, si on compare la Russie et l'Iran, il n'a jamais ménagé les Iraniens. Les Russes, dès le premier jour, même avant la prise de Damas, il a commencé à leur envoyer des missives. Et rappelez-vous alors que Bachar el-Assad est là-bas, d'ailleurs. Voilà, et rappelez-vous que les forces armées russes qui étaient déployées sur tout le territoire ont pu se retirer vers la côte sans qu'on leur tire dessus. On a les images. Et donc ça, déjà, c'était à l'époque, ça veut dire le 9, 10, 11 décembre. Et ça, c'était déjà un signal sur le fait qu'il se positionnait comme déjà interlocuteur fiable vis-à-vis des Russes et qu'il n'insulte pas l'avenir et qu'il pourrait jouer la carte russe. Aujourd'hui, les Russes ont aussi besoin de lui parce que le seul port sur la Méditerranée capable d'accueillir des sous-marins russes, surtout après la fermeture de la mer Noire, c'est le port de Tartous. Il n'y en a pas d'autre. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre de Donald Trump et de Ahmad Al-Shara, le président syrien. Merci donc Mohamed Nour Ayed d'avoir été avec nous, Wassim Nasr, Bertrand Besancenot, merci Adel Bakawan. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.